Gens qui n'étaient pas là ce matin dans la salle, des nouveaux arrivants. Madame, monsieur, bien. Déjà, vous auriez dû être là ce matin parce qu'on a entendu beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Mais vous pourrez rattraper tout cela sur le site vosges.fr puisque nous avons été captés et que tout sera reversé sur ce site. Donc un petit mot sur le programme de cet après-midi. Déjà vous dire, madame, monsieur, puisque vous êtes nouveaux arrivants, que nous avons deux grands témoins avec nous. Ils sont à côté de moi. Nathalie Pasquet, qui est la directrice régionale déléguée de l'ADEME Grand Est, sur le site de Châlons-en-Champagne. Et Jean Pisani-Ferry, à côté de moi, économiste, président de l'Institut de l'économie pour le climat, qui a remis en 2023, vous vous en souvenez certainement, ce rapport sur les incidences économiques de l'action, de l'inaction, ou de l'action pour le climat. L'inaction pour le climat, on en parlera tout à l'heure dans la conférence de fin de colloque. Une table ronde cet après-midi, la même forme que ce matin. Je vous explique donc à tous deux qui êtes nouveaux la façon dont on va procéder. C'est que les trois personnes qui sont là pour nous présenter le projet de territoire qu'ils et elles ont porté ont 7-10 minutes de présentation au tout début. Vous les entendrez à la suite les uns des autres. Il y en a deux qui sont en présentiel avec nous et puis madame qui est en Charente, pas très loin d'Angoulême. Et après les présentations, on discute. Vous posez des questions. On essaie d'en savoir un petit peu plus et c'est très très interactif. Donc je compte, comme ce matin, sur vous. Je vais vous présenter nos trois nouveaux intervenants, en commençant par Robert Lafitte. Monsieur Lafitte, bonjour. Vous êtes l'adjoint en charge de l'environnement de Roncherolles sur le Vivier. On est en Seine-Maritime, c'est la Normandie, dans la métropole de Rouen, en Normandie, 1200 habitants, un village qui est engagé dans cette démarche continue dans le développement durable depuis de très nombreuses années. Je crois que c'est 17 ans, je ne sais pas si j'ai bien calculé, mais je crois que c'est ça, 17 ans. En tout cas, 2 maires et plusieurs conseillers municipaux, ça j'en suis certaine. Vous étiez là d'ailleurs au tout début, mais il y a eu des arrêts, on va dire, dans votre engagement politique. Donc vous êtes à même de nous parler, non pas de tout, on n'avait pas le temps, mais on a choisi une chose emblématique, c'est votre écoquartier qu'on vient voir de toute la France, parce que c'est un écoquartier en milieu rural, et vous nous le présenterez dans un instant. À vos côtés, Christophe Aubertin. Christophe est architecte des PLG, c'est le studio Lada. Alors, vous devez peut-être connaître le studio Lada qui est installé à Nancy, qui est un collectif qui fonctionne de manière un peu particulière parce qu'il y a 6 architectes qui sont en SARL unipersonnel, donc vous êtes chacun responsable, on va dire, de vos décisions et vous avez vos propres responsabilités, mais vous travaillez en commun, malgré tout, sur l'élaboration et la production. Et vous faites partie du comité national Frugalité heureuse et créative. D'ailleurs, on le verra dans l'exemple que vous allez nous présenter, qui est la maison de santé de l'IFOL-le-Grand. Et puis, avec nous, en visio, en Charente, Annabelle Vignon. Bonjour, Madame Vignon, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour, nous aussi. Vous êtes la directrice de Solia Charente, une association qui est affiliée à la Fédération Solia. On connaît Solia ici dans les Vosges. Solia, c'est Solidaire pour l'habitat, premier réseau associatif national du secteur de l'amélioration de l'habitat. Vous êtes un acteur de l'économie sociale et solidaire. Il y a plus de 120 organismes, je crois, partout en France. Vous êtes un tiers de confiance indépendant et votre principal objet, c'est de favoriser le maintien et l'accès dans l'habitat des personnes fragiles, défavorisées, vulnérables. Et vous avez un agrément, vous nous en parlerez, de maîtrise d'ouvrage d'insertion, un peu comme les bailleurs sociaux, vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Et on verra ce que vous avez fait dans la commune de Cireuil, avec un habitat de centre-bourg très dégradé, une commune de 1200 habitants, où vous avez réalisé un magnifique projet. Donc merci à vous d'être avec nous ce matin. On va démarrer par la Normandie. Monsieur Lafitte, vous nous faites visiter Roncherolles sur le Vivier. Oui, merci bien et merci de m'avoir invité à ce colloque. Donc effectivement, je vais vous présenter Roncherolles sur le Vivier. C'est un petit village de 1200 habitants, un peu plus de 1200 habitants, qui se situe dans la métropole de Rouen-Normandie. Donc c'est un village dans lequel depuis longtemps, depuis 1977, une politique de préservation des terres agricoles était appliquée par les différents maires. Il y a eu 2 maires qui se sont succédés, et avec une densification progressive vers le centre. Concrètement, on ne construisait pas sur les terres agricoles, et puis on densifiait le centre en gardant ce que j'appelle des dents creuses, c'est-à-dire des espaces sur lesquels on laisse des herbages, on laisse ouverts, on laisse quelques vergers. Voilà.
En 1981, donc, ces outils sont importants, on en a parlé déjà ce matin, donc mise en place d'un POS en 1981, puis évolution en PLU et aujourd'hui en PLUI, puisque nous sommes dans les métropoles Rouen-Normandie. Donc nous sommes un petit village, commune urbaine de la métropole de Rouen-Normandie. Alors, on a effectivement décidé de parler de l'écoquartier parce que c'était pour nous un projet majeur qui se situait dans le centre du village. Donc en fait, il y a eu un projet de réaménagement de la place qui était toute petite, de l'ouverture de cette place du village et du réaménagement du centre pour qu'il soit sécurisé. Le projet lui-même de l'ensemble du centre et de l'écoquartier, on parlait des projets longs, eh bien ici nous sommes sur une longueur de 17 ans. Donc plusieurs conseils municipaux qui ont poursuivi dans le temps avec opiniâtreté le projet. L'écoquartier est arrivé à la fin, on va dire, dans les 9 dernières années de ces 17 ans. Nous avions une friche agricole, donc une ferme dont l'agriculteur partait en retraite d'1,5 hectare dans le centre du village, à côté de l'école. Et donc l'idée, c'était qu'effectivement cet espace ne parte pas en construction, mais soit réutilisé n'importe comment, mais soit réutilisé avec un projet qui soit d'ensemble et qui puisse obéir à plusieurs objectifs. Donc d'ailleurs, le premier acte a été en 1999 de classer cet espace en espace réservé pour pouvoir après travailler dessus. Donc nous accueillons 42 logements, soit une centaine d'habitants, donc 100 habitants sur 1200. Vous voyez que c'est un enjeu important pour notre commune. Il ne fallait pas se rater dans cet écoquartier. Et puis accueil d'un nouveau commerce. On n'a pas trop parlé des commerces, mais l'arrivée d'un commerce dans cet écoquartier aussi a été important. Alors 4 objectifs sont apparus: renforcer la centralité et la densité urbaine, respecter la mixité sociale, sécuriser la sortie de l'école et agrandir la cour, parce qu'on avait un problème de taille et de sécurité vraiment de la sortie de l'école, et puis réaménager cette friche avec une démarche environnementale. Alors, sur les aspects respecter la mixité sociale et intergénérationnelle et renforcer la centralité, donc nous avons travaillé avec un bailleur social qui a pu faire des logements collectifs, donc 22, et puis des logements à location-accession, 17. De dire que ces logements à location-accession ont été achetés dès la première année. Donc ça a été très rapide, une opération. Dans la métropole de Rouen, je dois dire que dans le secteur où nous sommes, le village, les demandes sont quand même importantes au niveau des habitants pour venir habiter dans cette zone rurale, on va dire, mais qui est à un quart d'heure de la gare de Rouen. Voilà, donc c'est un espace quand même qui est recherché. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec ce bailleur social. La commune a depuis longtemps une démarche aussi d'avoir des logements locatifs. Donc nous en avons 16%, alors qu'il n'y avait pas d'obligation. Tout ça pour aussi maintenir notre école. On a tous les enjeux de nos écoles et d'avoir toujours des jeunes couples. Voilà. Et donc une réponse à des parcours de vie, à la fois pour des jeunes couples qui viennent s'installer et puis achètent après dans le village, ou l'inverse, des personnes âgées qui vendent leur maison particulière, il y a beaucoup de maisons particulières, et puis qui reviennent vers des logements plus simples, des T2 par exemple, dans ces logements. L'aspect sécuriser l'école, j'ai mis en haut à droite un peu l'image d'il y a plus de 20 ans. Donc on sortait de l'école par une petite rue étroite et puis on arrivait directement sur la route. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai pris sur Google Maps la photo qui est en ligne. Donc vous voyez l'espace, un espace traversant pour les piétons et les vélos, sécurisé par ces grandes jarres de fleurs. La création d'une halle. Alors j'ai mis la halle lorsqu'elle est utilisée, des aspects festifs, mais ça nous permet de bloquer l'ensemble de la place. Voilà. Donc là, on a un espace très aéré, la bibliothèque est aussi sur cet espace, et donc qui nous permet effectivement d'avoir un espace central sécurisé. La cour de l'école dans l'opération a été agrandie de 20%, ce qui n'est pas rien, puisqu'elle était plutôt petite. Et le dernier objectif, apporter une démarche environnementale. Alors, il existait dans l'ancienne cour de ferme une vieille mare, donc elle a été réaménagée. Une deuxième mare a été créée.
L'ensemble des eaux pluviales sont traitées sur le terrain, rien ne sort du terrain. Donc ces 2 mares sont capables de récolter une pluie centenale. Hein, ça a été calibré. Donc il y a des nous qui amènent l'eau à ces mares. Donc réalisation d'une plaine inondable qui stocke toute l'eau. Une restauration des restaurations de mares, donc je vous ai dit, et création d'un fil de nous avec des nous plantés. Voilà. Aujourd'hui, tout ceci, donc il y a un espace jeu qui a été créé, un terrain de boules, une boîte à livres a été rajoutée. C'était un hotspot pour les hirondelles. En fait, le quartier s'appelle les Arondes parce que les Arondes en cauchois, ça veut dire hirondelle. Voilà. Donc nous avons beaucoup d'hirondelles qui étaient présentes. Nous avons, avec la LPO et un soutien du conseil régional, on a mis en place une tour à hirondelles. Donc vous la voyez. En fait, les hirondelles n'y sont jamais allées parce qu'on ne les fait pas aller où elles veulent. Hein. Donc elles sont allées plutôt sous les toits des vieilles maisons, et après elles sont revenues sous la halle. Donc sous la halle, on en a aujourd'hui qui sont revenus. Voilà. Donc cet espace est très important, puisque s'il se trouve à la sortie de l'école, donc dès qu'il fait beau, évidemment, les parents, tout le monde vient se met sur cet espace. C'est un espace aussi qui nous sert, on part de mares et de relations, tout à l'heure aussi on a parlé de relations avec l'école, c'est l'occasion pour les professeurs aussi de s'emparer de cet espace qui n'est pas dans l'école, qui est autour, pour aller faire des activités avec les élèves sur les mares, en termes de biodiversité, etc. Voilà, donc un ressaucement de ce qui se passe autour de ces mares. Alors, cette démarche s'inscrit sur une démarche un peu plus globale, vous l'avez compris, du village et des élus qui se sont succédés dans ce village. Je vous ai mis une frise ici avec quelques éléments clés. On a parlé de différents aménagements ce matin. On n'a pas parlé d'extinction d'éclairage public, mais nous, ça a été un peu notre première marque. C'est-à-dire, dès les années 80, le village a été éteint la nuit. Voilà. Et depuis, on ne l'a jamais rallumé la nuit. Il n'est allumé qu'au moment essentiel où les gens sortent de chez eux. Voilà. Création de commissions extra-municipales dès 2008, on en a parlé aussi ce matin, ça c'est très important, effectivement, avoir... alors, à l'époque, on ne discutait pas encore de toutes les formes, on va dire, d'échanges démocratiques qu'on peut avoir avec les habitants. Donc c'était simplement des commissions ouvertes aux habitants. Aujourd'hui, on peut avoir d'autres moyens d'échanger avec eux pour qu'effectivement, ils prennent part à la décision et ils soient en tant que moteur, en tant que proposition d'aménagement dans le village. Voilà. Arrêt des épandages, éco-pâturage, gestion différenciée. On a commencé par la végétalisation du cimetière, qui a été quand même notre premier engagement un peu formel, avec les agents municipaux aussi qui ont été formés, parce que c'est important qu'ils puissent suivre. Et aujourd'hui, c'est eux qui suivent entièrement, qui font le suivi de cette végétalisation. Sur les mares, beaucoup d'activités de sensibilisation pour les habitants et avec l'école et les professeurs des écoles. Vergers partagés, jardins de graines, voilà, qui ont été créés plutôt en 2020. On vient de terminer l'an dernier la végétalisation de la cour d'école, dans la même veine de ce qui a été présenté ce matin en termes d'échanges avec le corps enseignant, avec les parents d'élèves, avec les élèves qui ont tracé, qui ont dessiné ce qu'ils souhaitaient. Hein. Donc c'était le bureau d'études qui nous a accompagnés, a fait un peu la même démarche et c'était très bien. C'était très bien que les élus ne soient pas en premier plan. Voilà, on les a laissés travailler un petit peu. On a parlé de budget flou. Mais je rejoins quand même un peu ce qui a été dit ce matin. C'est vrai qu'au départ, même si on a une idée de ce qu'on veut mettre, il faut laisser quand même un budget flou. Voilà, parce qu'il y a des questions. Et nous, la première question qui est arrivée, ça n'a pas un rapport direct avec la végétalisation, c'était une construction de préau. Voilà, il fallait un préau sur la maternelle. Voilà, donc ça, c'était pas prévu et ça coûte cher. Voilà, et puis aujourd'hui, l'aide sur là, on change notre éclairage public en mettant des éclairages photovoltaïques. Donc on a commencé sur certains lotissements à mettre en place. Voilà, donc en conclusion, un projet qui s'intègre bien dans notre démarche globale de développement durable, voilà, et de préservation de la biodiversité. Donc nous sommes effectivement dans ce label 4, donc ça fait, donc les habitants sont arrivés en 2016. Un label écoquartier, j'ai fait
l'étape 4, donc en arrivant tout de suite, étant élu. Donc l'étape 4 est intéressante parce que même sur nos petits villages, on peut faire une enquête réelle de satisfaction générale ou d'insatisfaction de l'écoquartier. Pour les habitants de l'écoquartier, pour les habitants en général du village et pour ceux qui travaillent au village sans y habiter. Donc c'est la première fois qu'on faisait une vraie enquête et on a eu un retour chiffré de ce que représentait cet écoquartier et comment les gens le percevaient d'une manière générale plutôt très bien. Aujourd'hui, l'écoquartier est parfaitement intégré au village et il disparaît un peu. Voilà, aujourd'hui, il est le village. Voilà, il est dans le village. Un projet qui a duré, comme je vous ai dit, au global 17 ans, 9 ans spécifiquement pour l'écoquartier, un projet de 2,5 millions, avec 24% à la charge de la commune, des aides arrivant du département, parce qu'on a dû déplacer une départementale, puisqu'on est au département. Ça a été un enjeu long, une discussion très longue avec le département de Seine-Maritime pour arriver à faire déplacer un petit bout de départemental, mais c'était nécessaire, parce qu'ils nous empêchaient d'agrandir le secteur. Voilà, avec la métropole de Rouen-Normandie aussi, qui est un partenaire très important dans ce dispositif. Et puis l'établissement public français, le PFN, pour acheter à notre place le terrain agricole. Donc je pense que les collègues ont l'habitude peut-être d'utiliser les EPF. Donc c'était un enjeu très important, non seulement pour l'achat, mais également pour la discussion avec l'agriculteur, qui n'était pas une discussion facile, on va dire. Voilà. Et puis, bon, vous voyez les nouveaux projets, implantation de maraîchers. Donc on a sur une dent verte dont je vous parlais, on a un projet d'installer 2 maraîchers qui vont arriver l'année prochaine. Voilà. Bon, les fermes vont être construites l'année prochaine. Et puis un projet d'habitat participatif, j'en ai discuté avec certains collègues tout à l'heure, qui est une autre aventure, on va dire. Voilà, donc si vous avez des questions. Alors on les prendra tout à l'heure, Monsieur Laffitte, si vous voulez bien, on va écouter les 2 autres présentations. Moi, je voudrais juste revenir sur le budget flou, parce que pendant le déjeuner, j'ai discuté avec un élu qui se reconnaîtra, je ne citerai pas, qui m'a dit, moi, le budget flou, moi, ça peut pas être flou, il faut que tout soit carré, ça me fait un petit peu peur. On a de toutes petites finances et une toute petite commune, il y a moins de 200 habitants. Vous avez des finances Non, on a des toutes petites finances. Non, mais la végétalisation de la cour d'école a été le projet de ce mandat. Voilà, il est arrivé enfin. Effectivement, on avait prévu une enveloppe basse, une enveloppe haute. Voilà, donc c'est encadré quand même, c'est flou dans des limites raisonnables. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on discute du projet. Les finances arrivent après. On discute d'abord du projet pour savoir ce qu'il faut mettre. Et si ça avait dépassé largement l'enveloppe, effectivement, on aurait certainement on aurait mis le haut là, parce que l'objectif, c'est de continuer à avoir des possibilités financières pour les futurs mandats et pour les futures années. Donc, voilà. Mais c'est flou dans le sens, on ne fixe pas au départ, on ne donne pas une somme. Voilà. On le donne au bureau d'études, parce que c'est lui, il va concrètement... Oui, on ne lui dit pas c'est open bar au bureau d'études. Voilà, au bureau d'études, on dit c'est pas open bar. Si vous dites à votre voisin c'est open bar... Non, c'est pas open bar, mais c'est par rapport à la discussion avec toutes les personnes qui sont autour, on discute du projet. Voilà, qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils ne souhaitent pas. C'est le projet avant le budget, en fait. C'est d'abord le projet, ensuite le budget. Le budget, il est quand même au départ prévu... puisqu'il y a des emprunts qui sont faits. Voilà. Parfait. Christophe Aubertin, donc architecte, on va parler avec vous de la maison de santé de Liffol-le-Grand. Bon, on est dans les Vosges, je ne vais pas vous rappeler que Liffol-le-Grand, c'est quand même particulier, c'est la capitale, on va dire les mondiales du siège. Il y a eu un très bel, vous l'avez peut-être vu, numéro des Racines et des Ailes, il y a quelques jours de cela, et il était à Liffol-le-Grand. Vous avez réalisé, au centre du village, une maison de santé. Alors vous allez nous expliquer ce projet, ce que vous avez fait avec cet existant, la réhabilitation. On vous écoute. Bonjour à tous. Voilà.
Ok, donc je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il n'y a que 10 minutes. Hein. Donc déjà sur ce projet, je pense que le coup de génie, c'est celui qui avait été vu au préalable par le maire et le CAUE qui avait été impliqué dans les décisions en amont, le CAUE 88. Parce qu'aujourd'hui, quand on construit une maison médicale ou même une école, on a très souvent tendance à aller chercher des terres à urbaniser en périphérie. Et là, l'idée forte, c'était de se dire non, on ne va pas aller agrandir ce village qui déjà a beaucoup de biens vacants, beaucoup de bâtiments vides. On va vraiment en profiter pour rénover un bâtiment. Donc ils ont choisi ce bâtiment qui est là, qui est intéressant parce que d'un côté, il donne sur la rue principale en face de l'hôtel de ville et de l'autre côté sur la place d'Armes, qui est une place centrale de l'IFOL. Et ils ont choisi donc de requalifier ce bâtiment, qui est une ancienne ferme de village, vous voyez, classique, village-rue. D'ailleurs, là, il y a même 2 logements à droite et à gauche, une partie qui avait déjà été transformée en petite station pour les pompiers, en caserne, puis abandonnée, puis ensuite transformée en dojo. Enfin, c'était un grand volume vide. Et voilà, et donc sur l'arrière, on est sur quelque chose de mal qualifié comme ça, avec un poste de transfo, avec des petits bâtiments, et quelque chose qui donne sur la place d'Armes, mais qui n'est pas ouvert dessus. Donc nous, on a fait des propositions déjà de nettoyage, on a épuré les bâtiments qui se trouvaient à l'arrière, on a proposé de vider la partie où il y avait la caserne de pompiers pour reconstruire une partie, donc ça fait un bâtiment mixte où on a les 2 tiers en réhabilitation et 1 tiers en extension en neuf, mais en restant dans le gabarit de l'existant. Donc ça, c'est déjà des choses qui vont dans le sens du zéro artificialisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de réhabiliter forcément, mais déjà construire sur un terrain qui avait déjà été construit, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, plusieurs hypothèses sur l'arrière de cette maison de santé. L'idée aussi donc, de se rouvrir et de faire une petite halle, vous en avez parlé. Les halles, nous, c'est des sujets qu'on travaille de plus en plus à l'agence pour des villages, des communes rurales. Enfin, on pourra en reparler, mais c'est vecteur de dynamisme assez impressionnant. Et là, c'est une toute petite qui fait à peine 100 mètres carrés et qui sert à garer les véhicules de certains médecins à l'abri. Et une demi-journée par semaine, ça abrite 3-4 commerçants pour le marché. Et rien que ça change aussi toute la capacité pour le marché. Donc phase de démolition et ensuite les travaux s'enchaînent pour arriver sur un projet de ce type, donc qui affirme aussi une écriture contemporaine avec du zinc en façade et cette idée du zinc pré-patiné brun et cette idée aussi d'une grande faille comme vous savez ces passages urbains presque à Paris, entre guillemets, où on peut se dire, mais il y a un passage public couvert qui met en lien la rue principale et la place d'Armes. Donc une grande faille vitrée, un grand tronçon vitré au centre pour donner envie aux gens de rentrer dans cette maison médicale. Et c'est vrai que les bâtis traditionnels ont plutôt l'habitude d'être des bâtiments, assez fermés, qui manquent de lumière. Donc ça permettait déjà de ça. Donc ça, c'est la façade arrière. Donc on démolit aussi, vu de l'arrière, cette partie-là a été démolie. Et ensuite, ça donne ça avec des languettes de jardin qui ont été faites. Et donc l'idée de recréer de l'espace public ici. Et ensuite aussi cette halle donc, qui vient s'implanter là, sur la place d'Armes. Il y a plein de types de charpentes possibles. Ce qui est intéressant dans les halles aussi, c'est que c'est souvent des ouvrages où on peut inventer une charpente expressive. Et il y a des dizaines de manières de dessiner une charpente, on le sait bien dans les Vosges. Et là, plus on en dessine et plus on se rend compte que les villages s'approprient et ça devient des symboles très forts dans le village. Celle-ci est petite, mais il y en a beaucoup de villages qui s'en font de 200 mètres carrés, 500 mètres carrés et ça marche toujours très bien. Ensuite, voilà, d'autres vues de la halle, donc depuis la place d'Armes, ça permet aussi de faire le lien, et ça nous a permis d'un peu camoufler le petit poste transfo électrique qu'on devait absolument garder. Et ensuite, voilà cette halle, donc ça c'est du bois de Douglas, c'est aussi des choix de matériaux qu'on a dans les Vosges. Le Douglas, c'est une ressource qu'on a. On a de l'épicéa, du Douglas, des feuillus, et le Douglas marche parfaitement bien en massif, sans transformation, pour faire ce genre de structure.
Le plan, c'est cette manière. Donc, on voit à droite les gros murs épais, c'est la partie ancienne, et à gauche, c'est la partie en structure bois. Et pour cette partie en structure bois, on a voulu utiliser un bois qu'on n'utilise pas beaucoup, donc un bois de feuillus. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la plaine des Vosges, on est dans un territoire où les forêts, c'est du feuillu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les fabriques de meubles lifoloises, qu'on fait du meuble, c'est parce que les meubles, c'est en chêne, c'est en hêtre, c'est en feuillu. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on pousse vers ce type de charpente. Donc on a dessiné une charpente en chêne. Quand on dessine aussi une charpente en chêne, il ne suffit pas de le dire, ça veut dire qu'on dessine, nous, architectes, différemment. C'est des bois qui sont plus courts, qui sont de section plus fine. Sinon, il faut tailler des grands troncs, et là, ça devient hors de prix. On a du mal à faire des grandes poutres comme ça, et on choisit plutôt une petite structure poteau-poutre. Et ensuite, on avait besoin de faire des garde-corps pour ne pas tomber dans le vide, et on a choisi de faire une espèce de petit maillage en latte d'épicéa, et d'évoquer tout simplement en fait ce savoir-faire culturel. Parce que ce qui nous intéresse, vous l'avez entendu, c'est les matériaux biosourcés, géosourcés locaux, le bois, le chêne, le Douglas, mais aussi les cultures locales. Et quels que soient les territoires, on a des cultures locales très fortes. Et là, à Liffol-le-Grand, il y en a une, mais dans beaucoup de territoires, il y en a toujours à trouver. Donc on a choisi d'évoquer le savoir-faire de la chaise et on a dessiné un petit canage, on appelle ça canage, de petites lattes d'épicéa qui évoquent le tressage des assises de chaise. Donc on est vraiment dans l'évocation de ça. C'est un peu comme si on avait pris des grands cadres de chaises comme ça, et ça nous fait toute la paroi, donc, où on a les salles d'attente sur ces 3 étages, et ça nous fait la paroi garde-corps, mais aussi ce petit côté un peu pour préserver l'intimité des gens qui attendent dans les salles d'attente. Donc c'est un programme de maison de santé, où une maison de santé, on se dit c'est un bâtiment simple, efficace, banal. En fait, on pense que dans tout bâtiment, toute construction, on peut injecter de la culture, on peut injecter un plaisir architectural, une évocation du territoire, des ressources, et c'est vraiment ce qui est présent dans ce bâtiment. Bien sûr, le mobilier des salles d'attente, c'est de la chaise traditionnelle liffoloise, et ensuite on a des aménagements intérieurs de cabinets qui sont simples, efficaces, avec du bois d'épicéa qui est assez présent et lumineux. Et donc on a ce type d'intérieur dans cette maison médicale. Il y a ce petit jeu d'ombre. Ça participe vraiment aussi à l'appropriation, à l'acceptation et à l'envie d'aller dans cette maison médicale. On est en secteur de désertification très forte à Liffol, donc il fallait aussi donner envie à des médecins de s'installer là. Et des fois, ce n'est pas évident. En complément de ça, comme on disait au début, je fais partie d'un mouvement d'architectes, ingénieurs, paysagistes qui s'appelle la frugalité heureuse et créative. C'est un mouvement national et régional militant où on prône une approche des questions environnementales suivant un angle non pas techniciste et technophile, mais plutôt sur des questions de frugalité, sobriété. Et je travaille de près sur les questions de matériaux et de ressources. Pour nous aider, on a fabriqué cette carte qui représente les 4 départements de l'ancienne Lorraine. Et dessus, on est venu positionner tous nos gisements et tous les endroits où on a des ressources en matériaux bio et géosourcés. Donc on a identifié nos 70 scieries, là, ce que vous voyez en point vert, les carrières de pierre, on a encore une douzaine de belles carrières, et aussi les filières émergentes sur la terre crue et les fibres, la paille, le chanvre, tout ça qui commence à émerger et qui prend une place de plus en plus grande. On a fait des fiches pour comprendre comment chacun travaille, parce que chacun a des manières de travailler et fournit des bois différents. Et ça nous permet vraiment de prescrire des choses adaptées aux fournisseurs du territoire. Donc, par exemple, voilà. Et ça, c'est aussi une manière pour nous de lutter et de se dire qu'on n'est pas obligé d'aller vers le bas de gamme constructif, que le bâtiment, c'est des budgets énormes. En fait, quand des collectivités publiques ou privées investissent des millions d'euros dans des bâtiments, c'est parce qu'on a besoin d'un bâtiment. Mais si en plus, ça peut soutenir des entreprises locales et des filières locales et aussi des filières propres, eh ben c'est tout notre intérêt. Et c'est pour ça que j'avais mis cette image. Il y a 2 secteurs qu'on aime bien mettre en parallèle. C'est celui de l'agriculture, gastronomie, restauration, où là, ils ont une longueur d'avance sur nous,
donc je parle du secteur matériaux, construction, bâtiment, ils ont une longueur d'avance sur nous parce qu'ils ont déjà engagé ce savoir-faire autour des ingrédients, des ressources, des petits producteurs, des filières courtes, du producteur au consommateur. Et donc, on essaye de dire qu'on peut mettre exactement en place les mêmes types de démarches dans la filière construction. Et qu'avec ça, il y a aussi un sujet qui nous intéresse, c'est la diversité et ne pas tout standardiser. Enfin, on vit dans une époque qui est affolante de standardisation et que de cette manière, on peut peut-être retrouver des nuances par territoire. L'idée, ce n'est pas d'être dans un régionalisme classique et où on répète des solutions régionalistes du passé, mais l'idée, c'est bien de s'inspirer, je suis allé trop vite, de s'inspirer de notre culture patrimoniale, de notre vernaculaire. Ça, c'est ce qu'on sait faire en Lorraine, et on observe de près, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur les constructions classiques, les charpentes, la maçonnerie en pierre, etc. Mais ce qu'on aime bien faire aussi, c'est mélanger ça avec des influences qui peuvent venir de très loin. C'est en ça qu'on n'est pas dans un régionalisme territorial, mais plutôt dans un régionalisme critique ou du biorégionalisme. Et on aime beaucoup s'inspirer, comme notre canage qui peut rappeler un filtre oriental, des moucharabiés orientaux, et qui nous crée ce genre de mélange. Et c'est peut-être ça le régionalisme contemporain. Et pour finir, on a ce petit dessin qui résume un peu ces approches. C'est quand on fait un bâtiment, on se demande sur quel territoire on est, quelles sont les ressources physiques, quelles sont aussi les ressources culturelles, des fois les ressources en réemploi aussi, et ensuite les savoir-faire. Et tout ça, ça nourrit un projet, ça raconte l'histoire d'un projet, et ça rajoute tous ces petits bonhommes qui sont là, parce que tout ça, c'est de l'emploi, parce qu'on est un peu plus dans l'artisanat, un peu moins dans l'industrie, on l'assume, et du coup, on achète des matériaux plus simples, moins chers. Par contre, ça demande beaucoup de travail de transformation à des artisans locaux. Donc voilà toute la démarche et la philosophie de ce type de projet. Voilà. Christophe Aubertin, merci beaucoup. Un mot sur le portage politique, parce que oui, il y a ce projet frugal, vertueux, heureux, mais derrière, il y a un maire qui s'est battu, parce qu'entre le début du projet et la fin du projet, il y a eu des aléas. Oui. Pour une maison de santé, il faut des médecins. À un moment, il n'y en a plus eu. Ça s'est arrêté. Donc derrière, il y a une volonté politique. Oui, clairement. Ça, c'est toute la question de la programmation et de la désertification médicale. Ramener des médecins en zone rurale, et notamment à Liffol-le-Grand, c'est pas facile. Donc, au début, il y avait des médecins. Ils ont retenu l'équipe. On a fait un projet. Ensuite, il y a des médecins qui se sont désengagés. Et là, il était bien embêté parce que l'ARS demande un engagement d'au moins 2 médecins généralistes et 2 spécialistes, je crois. Donc, ils ont dû retrouver des médecins. Ils sont même allés chercher un médecin italien. Ils l'ont ramené au village. Ils lui ont payé un loyer pendant 1 an et demi pour qu'il puisse ensuite s'engager dans le projet. Donc, il faut quand même se battre. Et puis, une fois que le projet est construit, ça fait boule de neige. Il y a déjà un foyer de vie. La qualité architecturale du bâtiment, je pense, ça joue fortement, parce que ça donne aussi une image de la ruralité, une image d'un dynamisme rural. Et donc, aujourd'hui, ça marche très bien. Tout est rempli. Il y a l'ADMR aussi qui loue une partie des locaux. Voilà. Cyril Vidot, c'est le nom du maire de... Cyril Vidot, voilà, il faut le mentionner. Madame Vignon, qui est donc en Charente, on va s'intéresser à la commune de Cireuil. 1200 habitants avec ce retour d'expérience sur la remobilisation de friches et de bâtis dégradés en centre-bourg. On vous écoute. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation pour témoigner effectivement d'un retour d'expérience sur de la réhabilitation en centre-bourg ou en Charente. Donc, on part sur un constat qui est peut-être identique à beaucoup de territoires. Sur d'abord lutter contre la vacance et l'étalement urbain, s'inscrire dans une démarche de revitalisation de centre-bourg, valoriser le patrimoine bâti existant et en Charente aussi répondre aux besoins de logement pour des personnes âgées qui ne sont pas encore... qui ne peuvent pas rester à domicile dans des maisons qui sont grandes, avec des petites retraites, un problème d'isolement quand la personne qui reste
n'est pas mobile et donc et en même temps pas assez en perte d'autonomie pour aller dans un EHPAD. Voilà, donc on met tout ça dans les enjeux et on a mis en œuvre en Charente ce qu'on appelle les habitats inclusifs. Donc ça part d'un projet immobilier qui est bâti sur de la réhabilitation, donc comme je vous le disais, de la réhabilitation de bâtis existants. Alors le mouvement Solia en fait a plusieurs casquettes qui permettent de faire ce portage immobilier. D'abord Solia BLI, qui est une coopérative bâtisseur de logements d'insertion, donc en Nouvelle-Aquitaine. Tous les Solia départementaux de la Nouvelle-Aquitaine sont coopérateurs de cette coopérative. Qui porte le projet immobilier. Donc, BLI n'achète pas le bien, enfin pas pour le moment. En tout cas, on fonctionne beaucoup par bail à réhabilitation, où on se substitue au propriétaire, on mobilise des financements, on engage les travaux et on porte pendant assez longtemps le projet de manière à le réintégrer, ensuite à le redonner à son propriétaire d'origine. Donc, bien souvent, on peut faire un bail à réhabilitation avec des personnes publiques comme des communes. Et c'est le cas de Sireuil. Ensuite, il y a le Solia départemental qui va être plus auprès des élus, qui va être plus sur le projet de territoire et qui va assurer, nous avons assuré à Sireuil notamment la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, aller chercher des financements, équilibrer le plan de financement. Et dans la gestion aussi ensuite de l'immeuble à vocation locative, il y a notre agence immobilière sociale qui va donc gérer les logements, puisque on est sur de la location en bail nu classique. Voilà. Alors Sireuil, c'est une petite commune de 1200 habitants. Hein, on est vraiment sur des typologies semblables aux précédents témoignages. Sireuil se situe à 15 minutes d'Angoulême et présentait donc une friche. C'était un ancien atelier associatif qui appartenait à l'IME et qui était vacant depuis un certain nombre d'années. Dans un état de dégradation, enfin c'était quand même voilà, il y a des choses qui ont été conservées. Et dans ce projet, 6 logements locatifs ont pu être donc créés. Des petites typologies, hein, des logements entre 38 et 54 mètres carrés. Madame Vignon, je vais juste vous interrompre 2 secondes parce qu'en fait, on ne voit pas votre PowerPoint. Donc, est-ce que vous pouvez partager votre écran ? Ah, je pensais que ça se faisait chez vous, donc moi, j'ai pas... Alors, on l'a, mais est-ce qu'on peut le mettre à l'affiche en même temps ? Je me tourne vers la personne adéquate. Alors, attendez, sinon je vais l'ouvrir. Ah oui, mais je me suis déconnectée du serveur. Dites-moi si c'est possible chez vous, là, parce que sinon... On appelle le technicien à la rescousse. Il va arriver dans un instant. Ça y est, c'est bon. On vous voit. Vous pouvez reprendre. Attendez, vous êtes... D'accord. Voilà. Bon. Okay. Donc, le projet de Sireuil a permis de mettre en œuvre 6 logements de petite typologie. Et donc, comme je vous l'expliquais, nous, le but du jeu, c'est de faire du loyer, du niveau de loyer très social. Donc, c'est un bâtiment en L, ce qui a permis de faire un jardin au milieu avec une terrasse, enfin une cour partagée. Et surtout, une pièce de vie, une partie du bâtiment a permis de faire une pièce de vie partagée. Et c'est en ça qu'on a pu, derrière ces projets immobiliers, raccrocher la définition de l'habitat inclusif, puisque les personnes qui sont hébergées qui sont logées, c'est pas de l'hébergement, qui sont logées dans les logements, sont des personnes âgées et qui vont bénéficier de l'aide à la vie partagée, avec une animation, donc une coordinatrice de chez nous qui va animer le projet de vie sociale et partagée. Donc les personnes, les locataires sont partie prenante et adhèrent à ce dispositif.
Donc, on est sur une réhabilitation vraiment d'un point de vue projet immobilier très raisonné. On n'a pas pu aller chercher le BBC Rénovation. On a fait vraiment de manière à équilibrer le plan de financement. Ce projet est porté, donc le bail à réhabilitation, sur une durée de 43 ans, avec des financements très importants pour arriver à sortir un projet équilibré. Il faut qu'on arrive à trouver 75% de subventions et le restant, les 25% restants, environ, voilà, c'est un prêt auprès de la Banque des Territoires. Là, on est sur une opération à Sireuil avant le démarrage de la guerre en Ukraine et l'augmentation du coût des matériaux, etc. Donc, on est à 2000 € TTC du mètre carré de réhabilitation. Aujourd'hui, le coût de la réhab est un peu plus élevé. Donc, voilà, c'est un peu plus tendu pour équilibrer nos plans de financement. Malgré tout, donc, mis à part, on est sur des étiquettes voilà, D et B, suivant si on se prononce sur le gaz à effet de serre ou en économie d'énergie. On est sur un immeuble aussi, un petit collectif avec les normes d'accessibilité pour le public logé, des entreprises locales. Voilà, que vous dire de plus Alors, un projet comme ça nécessite une forte enfin, voilà, vous en parliez déjà avec les précédents intervenants, mais nécessite une implication. C'est un portage très fort au niveau de la mairie, enfin au niveau de la commune, et même c'est un projet de territoire. On est sur vraiment des temps longs pour mûrir, pour équilibrer le plan de financement, et puis voilà, pour arriver à sortir ce genre de projet qui reste modeste. On a 6 logements. Voilà, en Charente, pour le moment, on a 4 habitats inclusifs comme ça, faits sur des centres-bourgs où les bailleurs sociaux classiques ne vont pas. Et à chaque fois, ce sont des projets au chausse-pied, j'imagine. Oui, exactement. C'est du chausse-pied. Là, Sireuil, était très, on va dire, facile et voilà, parce que c'était vraiment un ensemble très très accessible. On a des fois des immeubles beaucoup plus imbriqués dans le tissu urbain des centres-bourgs, où c'est voilà, d'un point de vue technique un peu plus délicat, avec du voisinage, aussi des choses à désamorcer, tout simplement la production de logements d'insertion, c'est-à-dire ce niveau de loyer très social, même si derrière, in fine, c'est pour des personnes âgées, parce que voilà, pour le moment, ce sont des personnes âgées, mais on porte sur 45 ans, donc rien ne nous empêche dans 20 ans de réajuster le tir, parce que peut-être que les besoins seront différents au niveau du territoire, et donc ce niveau de loyer très social peut aussi, enfin voilà, il y a de la concertation à faire avec le voisinage pour dans ce sens d'intégrer quand même cette mixité sociale qui des fois fait peur. Merci beaucoup, Madame Vignon. Alors, on va faire comme ce matin, si vous voulez bien. Si vous avez des questions, vous levez la main. On vous amènera un micro pour ceux qui sont derrière et qui n'ont pas de petit micro devant eux. Vous vous présentez et puis on discute. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? J'ai gardé des morceaux de gâteau au chocolat. Pour le premier, madame, je savais que je pouvais toujours compter sur quelqu'un de gourmand. Qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Marie-Lina Vantini et je suis maire d'une commune de 200 habitants dans les Vosges. Très bien. Alors, ma question s'adresse au dernier projet qui vient de nous être présenté, qui concerne l'habitat inclusif de 6 appartements, si j'ai bien compris, avec des critères d'admission, j'imagine. Ma question est qui a peu à voir avec l'écologie, mais en tout cas qui m'intéresse. Quel type d'encadrement vous avez pour ces personnes qui habitent ces structures inclusives? Alors, il y a bien une pièce commune, j'ai bien compris, avec une vie partagée, mais est-ce qu'il y a une surveillance la nuit? J'ai bien compris que c'était à mi-chemin entre la totale indépendance d'un domicile et le parcours vers un EHPAD? C'est une solution intermédiaire et un maillon indispensable. Mais qu'est-ce qui est offert à ces habitants dans cette structure inclusive? Annabelle Vignon.
Oui, alors donc les locataires bénéficient de l'aide à la vie partagée, qui est on va dire une allocation qui est proposée par le département de la Charente et énormément cofinancée par la CNSA. Et qui est à hauteur en Charente pour les personnes âgées de 3 500 € par locataire pour l'année. Et qui couvre en fait les frais d'encadrement et d'animation du projet de vie sociale et partagée, qui est assuré par notre coordinatrice sociale, qui est une conseillère en économie sociale et familiale. Nous avons aussi au sein de Solia 2 ergothérapeutes qui peuvent co-animer les moments. Alors, on n'est pas sur de l'animation pure et dure comme on peut trouver en EHPAD. Donc, vous avez bien compris, on est sur du logement. Les personnes sont autonomes. Il n'y a pas de gardiennage 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et cette animation de projet de vie sociale et partagée, il est co-construit avec les locataires donc il y a quand même, voilà, un cadrage, on les emmène pas, on les emmène pas faire leurs courses, etc. L'objectif, c'est de rompre l'isolement, c'est l'inclusion, la convivialité, promouvoir l'activité intellectuelle, la curiosité, l'autonomie, la préservation de l'autonomie. Et en lien avec ces objectifs, les animations sont construites en concertation sur des temps partagés. Voilà, donc c'est des moments, voilà, ce sont des moments de partage, des moments de visite, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ça répond à votre question, entièrement. madame? C'est parfait. Est-ce qu'une main s'est levée derrière? Là, monsieur. Voilà. Monsieur le maire, on vous écoute. Oui, j'aimerais creuser la question qui a été évoquée à la fin de la 3e présentation de l'acceptabilité de la création de logements sociaux. Quels ont été exactement les freins, ou les inquiétudes, et comment les avez-vous levées? Et la question s'adresse également au premier projet, puisque vous êtes également concerné. Voilà. Madame Vignon, c'est le maire de Dannemarie qu'on a entendu ce matin en Alsace qui vous pose la question. Alors, oui, bonjour. Alors, comment on lève ça? Déjà, comment dire, l'équipe municipale est complètement au fait du projet. Donc, elle a un grand rôle dans la communication, dans la communication déjà préalable du projet. Une fois que tout est bien cadré. Et puis, on fait tout simplement une réunion préalable au démarrage des travaux. Une réunion publique au démarrage des travaux qui permet d'informer les voisins, enfin pour ceux qui viennent en tout cas à la réunion. Voilà, mais ça passe par des communications aussi, des communications sur la Charente libre, etc., qui permet de parler du projet et donc de rassurer, entre guillemets, de permettre cette intégration, puisque l'idée après c'est de trouver des locataires qui répondent aux objectifs qu'on cherche. Voilà. Robert Lafitte, la même question pour vous. Alors, la réponse est un peu équivalente, c'est-à-dire c'est le conseil municipal, sont les élus qui, dans leur programme, donc là on remonte sur plusieurs conseils municipaux, ont mis en avant la nécessité d'avoir d'une part des jeunes couples avec enfants, parce que nous avons la thématique de l'école qui est présente. Donc les jeunes couples n'achètent pas de maison, donc il faut bien les faire venir. Qu'effectivement, comme je disais, c'est un parcours générationnel. Ça permet aussi à des personnes âgées qui vont lâcher leur maison et qui veulent rester sur le village de rester dans des appartements qu'ils louent. Voilà. Cela fait longtemps que l'on travaille. On a 3 bailleurs sociaux qui travaillent avec nous sur la commune. Ça nous a permis aussi de réaménager d'anciens immeubles et de faire des bails emphytéotiques avec ces bailleurs sociaux. Donc là, voilà. Donc en fait, ça vient à chaque échéance électorale, je dirais, dans ce qui est annoncé par le futur conseil municipal, il y a cette idée d'avoir un mélange d'habitants, donc générationnel, social également, parce que ça permet de faire venir des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Donc on n'a pas vraiment d'opposition.
on va dire. L'opposition, enfin la difficulté, elle est venue plutôt, et on a réussi à la résoudre plus ou moins, puisqu'on est quand même assez loin du centre, c'est les aspects mobilité. Hein. Parce que là, donc ça veut dire qu'il faut effectivement, et là ça se travaille avec la métropole, avoir des accès avec des bus, voilà, donc un accès qui ne soit pas que la voiture. Parce qu'effectivement, la voiture est dominante dans notre secteur, mais il faut effectivement... Donc dans l'écoquartier, par exemple, aujourd'hui, il y a l'arrêt de bus de la métropole, hein, qui est un arrêt à service, et maintenant on a réussi à avoir 2 horaires fixes le matin et 2 horaires le soir. Voilà. Donc c'était plutôt de là la difficulté. L'acceptation, voilà, ça nous a permis de réhabiliter des immeubles, ça nous permet d'avoir un brassage de générations et de maintenir l'école. En fait, il faut expliquer. Il faut l'expliquer aussi sur du long terme. Ça ne se fait pas en une fois. Moi, j'aimerais vous poser une question à tous les trois un peu plus directe sur la requalification, réhabilitation de bâtiments en centre-bourg. Alors, ça vous concerne aussi, Monsieur Laffitte, parce que je sais que vous avez, commencé avant l'écoquartier par la requalification, je ne sais pas comment vous avez appelé ça, du centre du village. Moi, alors, vu de l'extérieur, ça me semble plus complexe que d'aller construire du neuf ailleurs. J'ai l'impression que techniquement, c'est plus difficile, que ça va coûter plus cher, qu'on a des problèmes inhérents. Alors, on a chez vous, Madame en Charente, un projet pour personnes âgées. À Liffol-le-Grand, c'est une maison de santé, donc des problèmes ou des questions d'accessibilité à ces bâtiments. Il y a les normes, de nouvelles normes. Bon, j'enfonce un peu volontairement les portes ouvertes, hein, vous me comprendrez, vous m'excuserez, mais qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'aller réhabiliter plutôt en centre-bourg plutôt que d'aller un petit peu à l'extérieur? Finalement, ce serait plus simple. Je sais que c'est faux, hein, mais je veux justement vous entendre sur ces questions-là. Alors ça c'est une vraie question actuelle et au sein des écoles d'architecture aussi c'est très actuel. Hein. J'enseigne à Nancy et on voit qu'aujourd'hui on enseigne de plus en plus la réhabilitation, que ça va être vraiment la prochaine thématique des décennies à venir. Hein. On a fait beaucoup trop de neuf et maintenant il va falloir réhabiliter. Alors c'est sûr que c'est plus complexe de réhabiliter, ça il n'y a aucun doute, et on est les premiers à en souffrir, les maîtres d'œuvre architectes, c'est beaucoup plus complexe. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit plus cher. Moi je pense que ça reste moins cher une réhabilitation, parce que tout ce qu'on peut économiser en fondation, en grosses œuvres, c'est toujours des budgets très importants. Et ensuite, il faut s'adapter. Alors, ça demande une gymnastique intellectuelle sur comment je vais gérer mes stationnements, comment je gère les questions d'accessibilité, sécurité. Je travaille actuellement sur une auberge de jeunesse au centre-ville d'Épinal, une auberge de jeunesse en réhabilitation d'un bâtiment. C'est extrêmement compliqué, avec les normes d'accessibilité, de sécurité incendie, le désenfumage, c'est un casse-tête. Et c'est vrai que c'est bien plus compliqué de le faire dans de la réhabilitation que dans du neuf. Là, vous aviez des soucis de hauteur de plafond. Oui, des soucis de hauteur de plafond. Ça, c'est un grand classique. Alors, quand c'est dans les fermes vosgiennes, et puis même partout, enfin, les fermes anciennes, on a toujours ces problèmes de hauteur. Donc, des fois, il faut gérer les planchers avec des hauteurs différentes. Donc on a des sujets comme ça, mais ensuite c'est tellement mieux, et aussi dans nos territoires où nous on n'a pas une pression foncière de dingue. Hein. C'est vrai que dans nos villages des fois c'est plus facile d'aller construire à côté. Il y a moins de demandes, notamment par exemple à Liffol-le-Grand, il n'y a pas une demande folle. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument préserver le bâti existant. Sinon, on va avoir une somme de ruines dans nos villages qui vont s'accumuler. Et ça va être un peu catastrophique. Donc, il faut essayer de les réhabiliter, de les faire vivre et de créer une centralité aussi. Un village, ça a besoin d'une centralité. Et pour qu'on s'entende bien sur les termes, réhabilitation, c'est pas forcément requalification. On l'a vu dans votre exemple. On peut avoir une partie qu'on requalifie, on prend l'existant et on fait autre chose, mais on peut aussi détruire et... Oui, voilà, ça peut être aussi sur le même terrain. C'est toujours mieux quand on peut maintenir un maximum de choses. Et ensuite, il y a même aussi tout le développement du réemploi là, qui est en train d'émerger, des matériaux qu'on réemploie d'autres chantiers de destruction ou ailleurs. D'ailleurs, à Épinal, il y a de très bons exemples. Mais donc ça arrive à grands pas. Mais oui, il y a tous les stades. Hein. Ça peut être une toute petite rénovation à 200 € du mètre carré jusqu'à des réhabilitations qui atteignent 2000, 2005, hein, si on est sur des choses
lourde. Robert Lafitte, on a la réflexion, on sent que l'architecte a réfléchi à ces questions-là. C'est bien normal, mais l'élu, il se la pose aussi, j'imagine, la question d'être en centre plutôt qu'à l'extérieur. J'en parlais tout à l'heure pour d'autres bâtiments qu'on souhaitait conserver. On ne pouvait pas financièrement les conserver. Donc on a travaillé avec des bailleurs sociaux et donc ils se sont chargés de cette opération, et on a fait un bail amphithéotique avec eux. Dans la période d'écoquartier, c'était dans la suite de la halle que j'ai montré, donc c'est une ancienne grange, c'est l'ancienne grange de la ferme, qui a été complètement désossée, voilà, et qui aujourd'hui a été reconstruite avec les mêmes matériaux, c'est-à-dire silex et briques, qui sont les matériaux d'origine. Mais à l'intérieur, nous avons à l'étage 3 logements sociaux, en bail amphithéotique aussi avec un bailleur social. Et au rez-de-chaussée, nous avons 2 classes, puisque ça a permis de faire 2 classes, et puis une salle commune pour la commune et pour les associations. Donc le bâtiment a été requalifié complètement. Et d'ailleurs, on a fait donc ardoise, bois et silex et briques. C'est ce même dispositif, on va dire, de matériaux qui a été refait dans le neuf qui a été construit à côté avec l'écoquartier que j'ai montré tout à l'heure. Donc en fait, il y a un premier groupe d'architectes qui a donné une thématique architecturale de matériaux qui a été continuée dans la suite de l'écoquartier qui s'est fait quelques années après. Donc aller chercher des partenaires, c'est pas Solia qui a travaillé avec vous, parce qu'il y en a certainement dans votre région aussi, mais c'est la même démarche. C'est la même démarche, c'était un autre, mais ça paraissait évident pour tout le monde. De toute façon, on suit le même fil conducteur. Annabelle Vignon, sur ce choix, on vous a fait parler aujourd'hui, c'est vrai que des Solia, il y en a partout sur le territoire, mais des exemples comme le vôtre, il n'y en a pas tellement quand même, de réhabilitation en centre-bourg pour en faire un logement inclusif pour personnes âgées. Vous êtes un peu unique. Je sais pas, non, je pense que quand même il y en a. Après, il y a pas mal de Solia qui font, non, il y en a pas mal qui font en Nouvelle-Aquitaine de la réhabilitation. Après, on sera plus, ils travaillent peut-être plus avec des associations, par exemple pour les personnes en situation de handicap. Nous, on avait commencé comme ça en Charente avec l'association L'Arche. Il y a l'ADAPI aussi. On peut arriver sur soit en partenariat, en soutien sur la revitalisation centre-bourg auprès d'élus sur un projet de territoire, mais aussi tout simplement pour produire du logement et accompagner des associations qui ont besoin de logement. Et c'était pas plus facile de construire à côté du nouveau? Ça s'est posé ou pas? Non, nous, on ne se pose pas la question. On travaille sur le tissu existant. Sinon, honnêtement, ça ne nous intéresse pas de faire du neuf. Après, il y a des associations qui ont travaillé, qui font du neuf. Là, je pense par exemple dans les Landes où ils ont fait une structure pour des personnes atteintes de Alzheimer. Donc là, ils seront partis. Voilà, ça dépend du projet. Et nous, on travaille bien en amont aussi au niveau de l'accessibilité avec la commune d'abord on définit l'entrée de l'habitat inclusif, enfin du projet immobilier. On reconfigure, prête à reconfigurer aussi certains usages. Et l'accessibilité, en tout cas de l'immeuble, on travaille avec la commune. Bien souvent, ce projet est adossé aussi à des travaux d'aménagement de l'espace public dans le centre-bourg. On l'a vu, alors, Sireuil, c'était pas nécessaire, mais par exemple, à Brossac, ça l'a été. Et le dernier, celui qu'on est en train de faire à Aigres, ça a été nécessaire. Et après, à l'intérieur de l'immeuble, on met un ascenseur, enfin un élévateur, et les normes d'accessibilité sont assurées, mais il faut aussi permettre aux personnes âgées de sortir de l'immeuble et d'aller dans les commerces, utiliser les services qui sont à leur proximité. Donc c'est une réflexion qui maintiennent globale. d'ailleurs. Merci beaucoup. Voilà, notre grand témoin, Jean Pisani-Ferry, je vous laisse la parole. Voilà votre micro. Juste après, si vous voulez bien, monsieur. Ou alors allez-y, si vous voulez. Attendez, hop, le micro est allumé, oui, c'est parfait. Allez-y, monsieur Pisani-Ferry. Non, moi j'avais une question un peu plus générale à poser, parce que
tout ce qu'on a vu depuis ce matin et dans cette table ronde, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre tout ce qu'on peut faire. Mais en même temps, la question se pose, quand on regarde tout ça, quelle est l'échelle auquel l'action se fait? C'est un peu une question pour M. Jourdain. C'est-à-dire, est-ce qu'au fil du temps, vous avez l'impression que ça prend de l'ampleur? Est-ce que vous situez ça par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport aux problèmes généraux de changement climatique? Est-ce qu'on est à l'échelle ou est-ce qu'on est à une échelle qui est très pertinente du point de vue des leçons qu'on peut en tirer, mais pas suffisante pour changer vraiment les choses? Benoît Jourdain, Monsieur le Vice-président. Moi, personnellement, j'ai écouté effectivement les expériences. Je les trouve toutes pertinentes. On a des expériences à peu près similaires dans le département. Enfin, je parle en termes de reconquête du bâti. Hein. Il y a une opération à Moriville sur la reconquête du centre du village, qui était à Moriville. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 fermes les unes à côté des autres qui étaient abandonnées, qui étaient en état quasiment de ruine. L'autre jour, on a inauguré une maison, on va dire sur une typologie un peu comme celle que vous évoquiez à Solia, donc sur la commune de La Baffe, qui est une commune tout près d'Épinal. On a inauguré aussi à Lérins il y a quelques temps. Après, moi, la crainte que je vois, c'est comme pour le reste, c'est les fonds que ça mobilise, quoi. Donc, effectivement, ce sont des projets vertueux. Des projets qui ont toute leur pertinence par rapport aux enjeux. Alors, aux enjeux, pas que des enjeux écologiques, hein, c'est aussi des enjeux aujourd'hui par rapport au vieillissement de la population, par rapport à la reconquête des centres-bourgs, etc. Mais derrière, quand je vois comment ces consommateurs d'argent public pour arriver à des équilibres, j'ai pas vu le budget, enfin, vous nous avez dit que ça avait été quand même très mobilisant, enfin ça a mobilisé beaucoup de fonds publics. Moi la crainte que j'ai, c'est ça, quoi. C'est par rapport aux enjeux financiers qu'on connaît des collectivités et de l'État, comment on va pouvoir financer toutes ces opérations si vraiment il fallait les décliner dans l'ensemble, enfin sur l'ensemble de notre territoire. Et donc, est-ce qu'on est à la bonne échelle? C'était ça la question. Oui. Mais on est peut-être à la bonne échelle, sauf que parce que c'est des dossiers comme celui que vous avez mené. J'imagine que si chaque bourg de Charente, c'est Charente ou Charente-Maritime, je ne sais plus, en avait la volonté, je ne pense pas que l'argent public serait en capacité de répondre et de permettre le déblocage de chacun des projets, quoi. Donc moi je pense que c'est pertinent, encore une fois, mais on n'aura pas les moyens d'aller. Est-ce que vous avez l'impression qu'on se heurte déjà à la contrainte budgétaire? Oui, complètement. Oui. Nous, dans le département des Vosges, on a aidé. Les 2 projets que je citais, on les a aidés sur des budgets, on va dire, d'avant les restrictions budgétaires de l'État. Aujourd'hui, on ne serait plus en capacité de le faire, clairement. Donc, et je pense que des projets de ce type, s'ils n'ont pas un soutien fort des collectivités locales, peut-être effectivement, il y a peut-être du soutien de l'État. Enfin, je pense que l'État, c'est aussi bien de les engager sur les fonds verts ou sur la DETR. Je ne vois pas comment on peut généraliser ce type de projet. Alors, celui de Moriville, je l'ai cité, mais il n'a pas bénéficié de subvention du département, mais il a bénéficié, je crois, de DETR ou du fonds... de fonds verts, je crois. Mais voilà, mais aujourd'hui, on est sur des restrictions budgétaires qui font que je crains qu'on n'ait pas la capacité d'aller au bout de tous ces projets dans tous les territoires. Monsieur, je vous ai vu, mais il y avait une question juste devant vous. Monsieur, alors vous vous présentez, j'espère que vous ne demandez pas d'argent parce qu'il n'y en a plus, hein, vous avez entendu, donc... Oui, ça marche. Ça marche. Parfait. Monsieur Pisani, vous m'excuserez, je pensais que l'instant question était terminé. Non, pas du tout, monsieur. On a encore largement le temps. Allez-y. Alors, Pierre Sylvestre, maire de Montureux-sur-Saône. Donc, moi, je me pose la question. Donc, je rebondis sur la question que vous avez posée, madame. Le choix, donc, de requalifier les bâtiments en centre-bourg. Alors, on est tous bien d'accord sur le dossier. Et d'ailleurs, ça rentre parfaitement dans nos programmes. Nous, on a un programme Petite Île de demain, requalification, redynamisation du centre-bourg. Donc, et puis, les PLUI aujourd'hui nous interdisent, et c'est très bien, donc, de s'étendre à l'extérieur du bourg. Le problème, c'est que ces bâtiments en centre-bourg, en général, et souvent, ils n'appartiennent pas à la commune. C'est des bâtiments
bâtiments privés. Il suffit que la commune s'y intéresse pour que le prix du bâtiment prenne de la valeur. Donc, s'il faut déjà qu'on mette 100 ou 150 000 euros, parce que c'est souvent des très grosses surfaces, pour acheter ce bâtiment, pour le mettre à disposition, alors ou de Solia, puisqu'on a le cas à Montureux, où on a un projet avec Solia, ou éventuellement avec le PFJE qui porte le dossier, mais financier. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il faut quand même financer cet achat, et on n'a aucune aide sur l'achat de ces bâtiments. Alors Robert Lafitte, vous avez eu, Monsieur Lafitte, ce problème on va dire de frein de propriétaires privés, mais vous avez le temps avec vous, c'est-à-dire que vous avez attendu que l'agriculteur concerné prenne sa retraite. Oui, pour de toute façon, réaliser votre projet. On savait qu'il partait en retraite, hein, donc on a simplement différé le temps. Donc, tout à l'heure, je disais, c'est l'EPF. Donc on est passé par l'EPF, hein, qui a acheté pour nous, et du coup, ça décale. Ça décale, dans votre micro, madame, qu'on vous entende bien. De toute façon, on l'entendait aussi dans notre projet. Nous, c'est 75% de subventions et 25% de nous. Voilà. Donc de toute façon, il faut participer. D'une certaine façon. Par contre, on a besoin d'étaler par rapport à son budget, donc il faut le programmer. Le fait d'avoir l'EPF, ça permet de décaler. Ce matin, on parlait de décaler aussi les projets. On a, comme tout le monde, a une liste de projets à faire, en énergie, en ceci, en cela. Il y a des choix à faire. Donc là, je vous ai montré les choix que l'on a fait aujourd'hui. Voilà, et puis demain, on va continuer ce qu'on a dans notre liste. On ne peut pas tout faire d'un coup, ça c'est sûr. Non, mais la question, il est qu'on ne peut pas intégrer la valeur de l'achat dans les aides de subvention. Ah oui. Et puis, alors, le décalé, c'est bien, mais le décalé, c'est des fois aussi le décalé sur les mandatures suivantes, et on n'est pas sûr de la faire, la mandature suivante. Ah, mais là, je vous ai donné un exemple. Hein. Nous, ça fait 4-5 mandatures pour tout l'ensemble du projet. Hein. Donc, c'est aussi un projet... je ne parle pas pour les villes, mais pour un village... on se connaît quand même, on connaît pas mal des habitants, hein, c'est un petit village de 1000 à 2000 habitants. Donc c'est un projet aussi global sur lequel tout le monde a envie d'aller dans le même sens. Voilà, Et effectivement, il faut que ce soit plusieurs mandatures. On ne peut pas l'imaginer sur une mandature. C'est un vrai projet, une vision, quoi. Une vision. Monsieur, qui êtes-vous ? Philippe Girardin, je suis président de la communauté de communes La Vallée de Kaysersberg. Côté alsacien. Donc c'est pour répondre à la question de M. Pisani-Ferry. Est-ce que c'est la bonne échelle ? Donc je vous citerai un peu l'exemple qu'on a nous. L'échelle, c'est 2 communautés de communes pour des réhabilitations. Donc on a un PLUI qui a été fait sur une communauté de communes qui limite drastiquement les nouvelles installations, la nouvelle utilisation, puisqu'on n'a pas de terrain. Soit c'est de la vigne, il y a des prix hors prix, soit c'est du terrain de montagne qu'on veut garder pour les agriculteurs. Donc on va au-delà du ZAN. On a été dans le PLU bien au-delà du ZAN. Donc il n'y a quasiment plus de terrain constructible. La seule opportunité, c'est de la réhabilitation, telle que ça a été montré là, dans les 3 exemples. Et nous, on l'a fait, non pas à l'échelle communale, mais à l'échelle de 2 intercommunalités, avec l'objectif, on s'est donné 5 ans avec l'objectif de créer pour chaque communauté de communes, chez nous c'est 16 000 habitants, une centaine de logements, donc 20 logements par an dans les différentes communes, mais avec en mutualisant tout ça au niveau de 2 communautés de communes. Et au niveau du financement, il y a des financements qui sont divers, mais il y a des financements de l'ANA qui sont importants, des financements évidemment des communautés de communes. En ce qui nous concerne, c'est 150 000 euros par an qui sont mis dans la balance. Et puis pour l'autre communauté de communes, les communes se sont engagées en disant tout logement qui sera remis sur le marché, ils sont prêts à mettre 2 000 euros par logement remis sur le marché. Donc quand on a une centaine de logements, vous voyez ce que ça peut faire, c'est déjà 200 000 euros que les communes vont remettre. Chaque commune va peut-être avoir 2 ou 3 logements au maximum dans les 5 ans. Donc c'est tout à fait assimilable pour le projet. Et ensuite, ce sont les privés qui... Donc les privés sont contactés. Ça peut être des projets avec des bâtiments publics, mais ça peut être des projets avec des bâtiments privés. Et si c'est des bâtiments privés, la structure qui encadre va chercher les aides financières et va chercher des personnes qui ont des moyens de le faire. Et quand c'est des bâtiments publics, on fait ce qui a été fait. On passe par l'EPF, qui a des possibilités de négociation que n'ont pas les communes en général. Avec, alors au bout de 4-5 ans, vous êtes obligé de le remettre, mais de racheter, mais vous n'êtes pas obligé de le racheter vous-même. S'il est réhabilité, on trouve preneur
Par contre, la commune n'est pas obligée. Donc, en ce qui concerne nous, c'est tout à fait possible de prendre preneur. Et c'est dans les centres-villages que c'est fait, avec le double avantage que quand il faut avoir du réseau, quand il faut avoir du réseau de chaleur, par exemple, on peut, ces logements réhabilités, les brancher sur le réseau de chaleur, alors que s'il était dans un lotissement moderne, on ne pourrait pas le faire, quoi. Donc, il y a beaucoup d'avantages à le refaire. Et finalement, le financement est possible si les collectivités se regroupent au niveau communal, intercommunal, avec l'ANA, avec la mutualité sociale agricole, etc. On arrive à trouver les financements aujourd'hui. Enfin, en ce qui nous concerne, sur les 5 ans, le budget est bouclé. Oui. Une autre intervention, une question? Qui veut prendre la parole? Oui, monsieur, je vous laisse vous représenter. Oui, alors on parlait de bâtiments réhabilités et je me souviens tout d'un coup que la commune de Corcieux, il y avait un entrepôt de la coopérative agricole qui a été réhabilité il y a déjà un bon bout de temps. Ce serait bien que le maire ici présent puisse en donner un petit mot. Et par contre, je fais une petite parenthèse parce que c'est une question très technique que je pose à notre architecte qui a travaillé à l'IFOL. Vous avez parlé tout à l'heure de cette structure, cette espèce de halle qui était essentiellement faite de feuillus parce qu'il y en avait plein autour. Cependant, pour moi, on sait que dans les Vosges, il y a du résineux, il y a du feuillu. Et qu'on emploie toujours, d'après ce que j'ai toujours compris, chêne debout, sapin couché. Parce que le chêne, il va supporter la pression contre ses fibres très serrées, tandis que le sapin, avec ses fibres longues, permet l'étirement. Alors, est-ce que vous avez aussi employé ce même système? Ou bien s'il n'y avait que du hêtre? Monsieur Bertin. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a ce vieux proverbe est tout à fait vrai. Après, sur l'IFOL, nous, c'était en chaîne les poteaux et les poutres, avec des petites poutres, des petits franchissements. Mais c'est vrai que souvent, vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on utilise très peu de feuillus. En structure, le feuillu, c'est 1%. Enfin, c'est rien. C'est qu'aujourd'hui, toute la filière tourne autour des résineux, de l'épicéa, et le feuillu est utilisé pour la menuiserie, pour les bénisteries, voilà, sur des plus petits volumes. Donc en fait, c'est toute une démarche des habitudes à changer, hein, de réutiliser du feuillu. Et c'est important, enfin, on se sent responsable de prescrire du feuillu parce que ça veut dire qu'à un moment, on va peut-être planter plus de feuillus, et les forêts de feuillus, on a besoin de toutes les forêts, mais généralement, elles sont aussi hyper qualitatives en biodiversité, ça acidifie moins les sols, donc voilà, il y a un enjeu là-dessus qui est fort. Mais après, vous avez raison, on a fait un projet comme ça à Muttersolz. D'ailleurs, il y a des Alsaciens, donc vous connaissez ce village-là, qui est un peu comme chez vous. C'est un laboratoire d'initiatives municipales extrêmement intéressantes depuis 4 ou 5 mandats. Monsieur Barbier, le maire, qui était un ancien instituteur, qui avait créé la Maison de la Nature, donc qui développe des choses autour de la biodiversité, donc depuis 4 mandats. Et donc on a travaillé sur le cœur de village. On a fait une petite halle de 200 mètres carrés avec des poteaux en chêne, avec une structure en épicéa et un bardage en douglas. Pour nous, c'est un peu cette trilogie du bois du Grand Est. C'est un peu ces 3 essences qu'on a beaucoup de facilité à trouver. Mais tout ça, c'était pour parler de Muttersolz, qui, je pense, est un village à visiter. Il y a énormément de visites avec la frugalité heureuse. On a organisé ça. On a organisé un frugatour. On appelle ça des frugatours. On essaye d'aider, enfin de motiver des maires de communes à aller voir d'autres communes inspirantes. D'ailleurs, le maire de Serqueur était là, l'adjoint de Serqueur était là il y a un mois. Et voilà, on a envie de le refaire. Si d'autres maires sont intéressés, on peut diffuser. Et puis c'est une commune étonnante. Quand on la voit, déjà il y a des cigognes partout. La halle, je crois qu'elle est en face de la salle communale, qui est une ancienne synagogue. Une ancienne synagogue. Il y a d'ailleurs un chemin avec ces fameuses briques, que je ne sais plus comment elles s'appellent. Ces briques du de souvenir. Mémoire, voilà. Ouais. C'est une commune étonnante. Hein. Ouais, c'est une commune vraiment étonnante. Ungersheim aussi, et un village en Alsace très inspirant. Donc, c'est votre village aussi. Alors, madame, je vous donne la parole. Simplement, je voulais bien comprendre, monsieur, vous avez interpellé le maire de Corcieux. Il est dans la salle, le maire de Corcieux? Oui, monsieur Cahen? Bon, donc, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Madame. Donc Pascal Retzenteller, moi je suis chef de projet Petite Ville de demain pour la commune de Xertigny, et je voulais rebondir justement sur la construction en feuillu et juste dire qu'on a aussi des structures
qui démontre l'utilisation du être dans la construction et la capacité qu'on peut avoir avec des architectes de travailler à l'utilisation du bois local. Donc chez nous, c'est le feuillu. On a la capacité, mais là, vous aurez les mots techniques plus que moi, avec du bois de mauvaise qualité, de refaire des poutres de grande portance avec un système de picots croisés, de frottement, de soudage. Et c'est pas sur votre territoire qu'il y a une usine pour thermotraiter? Et on a Sogebois, qui est une entreprise de thermochauffage du bois. Voilà. Et tout ça depuis 2011, puisque dans le cadre d'un pôle d'équilibre, d'un PER, d'un pôle, aidez-moi, c'était quoi, pôle d'excellence rurale, voilà. On avait lancé un concours d'idées d'architecture autour de l'utilisation du bois local. On a pu construire 6 gîtes avec 3 systèmes constructifs innovants. Ça sert de showroom et également de gîte touristique. On a créé, effectivement, on a réussi à faire venir un four de thermochauffage. Il y a également eu la construction avec un de vos collègues, c'était monsieur Jean-Luc Gérard, d'une maison du vélo en bois local. Donc voilà, ça se développe aussi sur nos territoires. Et en fait, il faut rebondir sur le fait que les hôtes sur le territoire, on doit savoir que maintenant, il y a une usine de thermochauffage de hêtre à Certigny qui permet aujourd'hui d'utiliser le hêtre en bardage extérieur. Donc il faut qu'aujourd'hui, les archis, les maîtres d'ouvrage l'aient en tête et qu'on prescrive ça. Et à côté, il y a même à côté de ce four de thermochauffage, il y a l'atelier bois régional ONF, bon, maintenant Végétis, c'est un autre débat, mais ouais, il y a vraiment tout un pôle sur l'utilisation du bois local à 20 minutes d'Épinal. Monsieur Kael, monsieur le maire de Corcieux. Oui, donc Corcieux, c'est une petite ville de 1500 habitants, à une quarantaine de kilomètres d'Épinal, une vingtaine de Saint-Dié, une quinzaine de Jean-Armé. Et il y a quelques années, donc, on se rendait bien compte qu'au niveau du personnel médical, des professionnels de santé, on allait avoir un gros problème puisqu'il y avait 3 médecins, puis 2, puis 1, puis pas de successeur. Bon. Donc on avait souhaité prendre les choses en main pour s'organiser, pour pouvoir accueillir des médecins, mais pas que. Et à l'époque, donc j'avais voulu lancer un projet de maison de santé, mais il se trouve que les professionnels encore en place n'étaient pas partants pour travailler ensemble, donc ça a échoué assez vite, cette idée-là. Et ensuite, il s'est trouvé qu'il y avait l'opportunité au centre de Corcieux d'une ancienne coopérative agricole, donc c'était un gros bâtiment qui avait été construit à l'époque entre deux guerres, enfin par là, qui servait de stockage et de vente donc de produits d'engrais, d'aliments, de vin en vrac, enfin, etc., dans ces périodes-là. Et c'était en tout cas plus adapté, parce qu'il y avait un quai de déchargement, plus adapté avec le matériel agricole actuel et avec les volumes que les agriculteurs souhaitaient avoir pour leur ferme. Et donc ils ont eu l'opportunité de partir sur un autre bâtiment industriel qui était vacant. Donc ils ont laissé la coopérative agricole vide. Et donc la question s'est de toute façon posée pour nous, qu'est-ce que ce gros bâtiment-là en plein centre allait devenir? On a fait le lien avec cette idée-là, et si on réhabilitait, et si on transformait, pas plus en maison médicale, puisque les professionnels ne suivaient pas, mais en pôle médical. Donc l'idée est partie comme cela. Donc le conseil municipal a accepté d'acheter la friche en question. On s'est heurté avec une forte inertie, voire réticence de l'agence régionale de santé, enfin des gens qui travaillaient dans le domaine de la santé, en disant vous allez faire un gros projet, mobiliser de l'argent public, et puis vous allez faire une coquille vide et il n'y aura personne, enfin etc. Bon. Donc si on avait écouté, on serait arrêté là. On a donc insisté et on a mobilisé d'autres partenaires pour partir dans l'opération, notamment un bailleur social, en l'occurrence c'est Vaugelis qui nous a suivis, dans l'idée de dire pourquoi pas, si vous réhabilitez les gros volumes, peut-être qu'on pourrait aussi nous créer du logement dans ce gros bâtiment-là. Puis j'ai eu aussi la chance d'avoir une pharmacienne qui était mal logée, en tout cas pouvait guère évoluer dans ces bâtiments, qui pour le coup était intéressée pour réfléchir et partir avec nous.
Donc on a réussi à mobiliser des partenaires financiers, on a été bien suivis, notamment par EPF, mais au final aussi par l'État, la région, le département, notamment qui ont suivi par la suite. Je passe un peu toutes les étapes parce que ce sera un peu long, c'était un rebondissement. Je voulais quand même faire une observation sur le fait que ça coûte plus cher. C'est vrai qu'on s'est heurté aussi à ce sujet-là parce qu'il y avait une kiné à l'époque qui disait non, vous allez n'importe où, vous allez faire des grosses conneries, rasez-moi tout ça et puis on refait une belle boîte toute carrée, toute simple et ce sera bien plus efficace et ce sera bien moins coûteux. De fait, ça l'était moins. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde quand même, on a créé donc, sur ce site une pharmacie qui est d'une belle dimension et très fonctionnelle. On a créé un pôle de médecins généralistes. Aujourd'hui, on a 4 médecins, enfin un 5e qui doit arriver. On a un cabinet de kiné avec 3 kinés. On a un cabinet dentiste. On a un cabinet d'infirmières. On a sage-femme, infirmière azalée. Enfin, voilà. Et jamais on aurait pu faire ça dans une petite boîte métallique, que ce soit même là sur les ruines de l'ancien bâtiment ou à l'extérieur. Ça, c'était juste pas possible. Et donc, on a réussi à faire aussi avec Vogelis, le bailleur social, donc des logements à l'étage. Bon, évidemment, ça a été quand même techniquement un peu compliqué, mais on voit que ça fonctionne. On a pu, parce que c'était vraiment un souhait, garder l'architecture de l'époque. Donc, les architectes ont su travailler dans ce sens-là, tout en apportant une vraie touche de modernité sur ce bâtiment. Alors le problème aujourd'hui, on est confronté à un gros souci, c'est qu'on n'a pas assez de place pour accueillir de nouveaux professionnels de santé qui souhaiteraient venir chez nous. C'est chouette comme problème. Oui. Bravo. Quelqu'un a une question à poser? Oui, monsieur. Alors, on va vous apporter un micro. Qui êtes-vous, monsieur? Non, parce que le micro est allumé. S'éteindre, voyons, on arrive en bout de journée. Voilà, ça ira mieux. Merci beaucoup. Quand la petite lumière rouge s'allume, c'est que c'est bon. C'est parfait. Oui, bonjour. Voilà, donc c'est pour aller dans la suite des projets inspirants qui sont en train de se mettre en place dans les Vosges, parce que les Vosges ne sont pas en reste. Il y a plein de projets qui arrivent. Et donc nous, en fait, on est en train de mettre en place un projet de réhabilitation du domaine du château d'Ouécourt. Et on est en train de faire un projet similaire à Sireuil. Qui êtes-vous, voilà. Monsieur? Vous êtes le maire de la Dominique. Vous êtes le maire de cette commune? Non, je ne suis pas le maire. Donc on est un collectif qui a racheté le domaine et qui est en train de monter un projet donc, sur le lieu. Et c'est un projet qui ressemble beaucoup à Sireuil. Voilà, donc on veut faire des logements pour personnes âgées. Voilà. Donc ça bouge aussi dans les Vosges. Voilà. Merci monsieur, on l'a entendu, c'est très bien. Une autre intervention, une question? Moi, je voudrais revenir à monsieur qui a interpellé le maire de Corcieux. Il me semble que c'est vous le représentant des agriculteurs bio. C'est ça, c'est vous, monsieur, qui avez posé la question ce matin? Oui, c'est ça. Parce que je voudrais faire parler monsieur Lafitte. Comprenez qu'il a toujours un projet d'avance. Et le prochain projet, c'est l'alimentation. Vous voulez installer du maraîchage sur votre commune, c'est ça? Oui. Alors, c'est en lien aussi avec la politique de la métropole. Comme beaucoup de métropoles, on souhaite avoir une autonomie. Avoir un petit peu d'autonomie alimentaire. Donc, et effectivement, on s'est inscrit dans des projets qui sont portés par la métropole. C'est de faire venir 2 maraîchers sur la commune. La commune n'a pas de maraîchers. Donc, en Normandie, il y a de grosse agriculture de céréales donc, qui sont sur les plateaux. Mais sur les plateaux, on n'a pas de maraîchage. Donc, dans cet espace qui était une prairie, au centre du village, enfin dans l'espace urbain, on va dire, on peut faire 2 fermes. Alors, on est accompagné par Ceinture Verte, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on crée une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, auquel les collectivités adhèrent. Pardon, elles adorent aussi. Elles adorent, mais elles adhèrent aussi. Voilà, donc la métropole a adhéré, etc. Et effectivement, cette société coopérative construit la ferme.
construit les fermes, et notamment les serres, le réseau d'eau, et puis les zones pour mettre le matériel un petit peu à l'abri. Et donc les maraîchers vont être locataires de cette structure, et en même temps adhérer à cette société coopérative et obtenir des parts. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans ce domaine-là, je ne suis pas du tout du domaine, hein, mais donc on est accompagné par des maraîchers qui sont élus, hein, notamment à la métropole. On a beaucoup de jeunes qui ne proviennent pas du domaine agricole, hein, donc qui sont des jeunes qui sont en reconversion, et donc ils n'ont pas les moyens d'acheter des terrains, donc il faut les aider dans cette... Et on a de la demande. Il y a de la demande de jeunes maraîchers pour s'installer dans l'ensemble de la métropole. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui doit se mettre en place l'année prochaine. Merci, Monsieur Laffitte. Monsieur ? Oui, un petit complément. Il faut savoir que, par exemple, sur la ville d'Épinal, qui a monté sa régie maraîchère, nous autres, les groupements des agriculteurs bio, on les aide et on les explique. Enfin, on est là pour les conseiller et pour les aider. Dans les autres coins aussi. Ce matin, on parlait à Metz, hein, qui avait aussi une régie maraîchère qui se mettait en place. Donc c'est à Frescati. Hein. Bon, là aussi, le groupement des agriculteurs bio est là, on soutient. Et partout où il y a un projet de maraîcher installé, les agriculteurs bio sont toujours là pour aider. Voilà. Et même en Normandie. Pardon ? Mais même en Normandie, il peut en trouver également chez lui. Oui, parce que dans chaque région, il y a des groupements d'agrobiologistes. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Non, effectivement, là, les jeunes maraîchers seront d'ailleurs accompagnés par un ancien qui va les accompagner, et des techniciens aussi, anciens maraîchers. Donc effectivement, au niveau du maraîchage, il y a une solidarité en maraîchage bio. Et évidemment, ce sont des produits que l'on consommera dans notre restaurant scolaire et sur lesquels les habitants sont en attente. Parce qu'aujourd'hui, ils savent, on est un peu en retard sur le projet et on se fait plutôt attraper parce que le projet n'est pas construit. Notre grand témoin Nathalie Pasquet, directrice régionale déléguée de l'ADEME Grand Est sur le site de Châlons en Champagne. Vous écoutez et vous prenez des notes. Oui, j'ai pris quelques notes et donc c'est des 3 beaux exemples de sobriété foncière que vous avez développés aujourd'hui ici, avec la notion d'idée de resserrement urbain et aussi de requalification des centres urbains pour une qualité de vie et une attractivité finalement du territoire, qui va générer forcément des arrivées de nouvelles populations et des nouveaux revenus aussi à la commune, au-delà des dépenses qui peuvent être faites sur ces projets-là. J'ai entendu aussi que vous êtes aussi à la manœuvre au travers de vos PLUI, mais aussi des achats durables, hein, puisque pour faire du réemploi, il faut initier effectivement cette possibilité-là dans vos achats. Et puis après, je voulais aussi évoquer le fait qu'aller vers des extensions urbaines, c'est peut-être plus facile, plus simple, moins compliqué techniquement. En même temps, la population française, elle n'augmente plus. Donc normalement, on devrait plus avoir besoin d'extension de nouveaux logements. Donc réintégrer des logements ou réhabiliter des logements devrait pouvoir suffire. Et il y a un équilibre à trouver avec les espaces naturels qui sont dédiés à autre chose, à la souveraineté alimentaire, notamment, vous en avez parlé au travers des maraîchages. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Pisani-Ferry, je ne vous donne pas la parole maintenant parce que vous l'aurez après la pause. On va voir avec vous quel est l'impact de l'absence d'action des politiques publiques territoriales sur l'évolution des changements climatiques. Quel est son coût, le coût de l'inaction? On va se prendre une toute petite pause. Quelle heure est-il? On est à l'heure, 15h03. On se retrouve à 15h15, 15h20 ici, si vous voulez bien, pour la conférence de monsieur Pisani-Ferry. À tout de suite. Et j'ai manqué à toutes les convenances en ne remerciant pas nos 3 intervenants. Donc voilà, je le fais si vous souhaitez les applaudir en sortant parce qu'ils ont été parfaitement pédagogiques. Merci beaucoup.